Allô tout le monde, je vais vous présenter deux projets de Lego que j'ai fait dans le temps des fêtes. Pour ceux qui ne le savent pas, j'aime beaucoup tout ce qui a rapport à l'espace, l'exploration spatiale. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer les deux projets. Le premier, c'est le vaisseau lunaire de Apollo 11, le LEM. Je vais vous montrer en détail tous les constituants là, tout à l'heure. C'est vraiment très bien fait. Il y a le souci du détail. Il y a vraiment beaucoup de détails. Le deuxième projet que j'ai fait, c'est la navette Discovery. La navette spatiale Discovery. Vraiment très intéressant aussi. Puis dans la navette spatiale Discovery, entre autres, une de ses missions, ça a été le transport du télescope Hubble en orbite terrestre. Je vais vous montrer les détails de tout ça tout à l'heure. Et je vais vous montrer juste rapidement mon poster de l'espace. L'espace, l'univers connu ou observé. On a le système solaire qui est à quelque part là-dedans. Notre système solaire avec la Terre et tout ça, qui est une partie de la Voie lactée. On voit qu'il est dans un des bras de la Voie lactée. La Voie lactée étant dans une autre partie qu'on voit ici, plus grosse encore, et une autre partie plus grosse qui fait partie d'un petit point dans l'univers. C'est là qu'on se trouve quand on fait tout le chemin jusqu'à notre galaxie, puis jusqu'à notre système solaire. En fait, le système solaire, nous autres, là, qui est ici, ça c'est notre Soleil, puis il y a les planètes là, qui tournent alentour. Les missions Apollo utilisaient des fusées Saturne V. La mission d'Apollo 11, le lancement a eu lieu le 16 juillet 1969, puis l'alunissage a eu lieu le 20 juillet. La durée de la mission était quand même assez courte là, sur la Lune. Ça a duré seulement que quelques heures. Puis ils sont repartis pas longtemps après. Le module de commande et le module de service sont tout en haut complètement de la fusée. Puis juste en dessous, la partie conique, c'est le LEM qui est à l'intérieur de tout ça. Et puis, un peu avant d'arriver vers la Lune, il y a une autre séparation qui a lieu. Les 4 panneaux qui entourent le vaisseau lunaire ou le module lunaire vont se séparer. Puis le module de commande et le module de service va se détacher, se retourner pour aller se reconnecter ensuite sur le module lunaire. Puis ça va donner, en fait, là, la photo qu'on va voir suivante. Puis par la suite, ce qui va se passer, c'est quand ils vont être rendus au bon endroit, alentour de la Lune, le module lunaire, les astronautes, il y a 2 astronautes qui vont sortir et aller s'installer dans le module lunaire. Et le module lunaire va se détacher, puis ensuite se diriger vers la Lune. Le vaisseau, avant d'allunir, il était en orbite autour de la Lune. Il était accroché au module de service, au module de commande, par l'entrée ici dans le LEM. Puis là, ils se sont déconnectés, puis lui, il est parti en orbite autour de la Lune, puis il a descendu. Quand il a fait son approche, il y a 2 petites fenêtres ici, de chaque côté. Fait que le vaisseau avançait, dans le fond, à reculons. Ben, il s'en allait comme ça, sur la surface. Quand ils ont trouvé le bon point pour allunir, là, ils ont redressé le vaisseau, puis ils ont allumé le réacteur qui est en dessous ici pour pouvoir doucement allunir, mais un peu à angle. Il y avait 4 sondes. Non, en réalité, il y a 3 sondes qui déterminaient là, que quand ils touchaient le sol pour pouvoir déterminer quand ils arrêtaient les moteurs.
Puis ils ont descendu tranquillement comme ça et ils ont alluni. Les astronautes habitaient seulement la partie d'en haut ici. La partie d'en bas, c'est vraiment les réservoirs puis toutes sortes d'articles qui sont installés dans le vaisseau. Puis en plus, ils étaient debout. Ils faisaient face là, aux petites lumières, aux petites fenêtres de chaque côté. Je vais tasser le module du dessus pour vous montrer un peu plus l'intérieur. Il y a vraiment beaucoup de détails, mais on va voir ici qu'il y a des compartiments pour les réservoirs de carburant. En fait, il y a des réservoirs d'oxygène, puis deux réservoirs d'oxygène, deux réservoirs de carburant. Je crois que c'était du kérosène, mais je ne suis pas tellement certain. Puis les deux réservoirs-là, c'est de l'oxygène. Puis dans les compartiments tout le tour, il y avait toutes sortes d'instruments. Ici, attendez. Premièrement, juste à côté de l'échelle, ici, il y avait une petite caméra. Donc, quand Neil Armstrong a descendu pour la première fois, ça ici, c'était télécommandé de l'intérieur, puis ça a été baissé, ils ont parti l'enregistrement. Donc, c'est cette caméra-là qui a enregistré les premiers pas sur la Lune. De l'autre côté, ici, on a un réflecteur laser. Ce réflecteur-là, c'est un espèce de petit... C'est vraiment spécial. Vous pouvez aller sur YouTube et regarder comment c'est fait. C'est vraiment intéressant. C'est un paquet de petits miroirs, puis il y a des angles très précis, puis c'est déposé à la surface de la Lune. Il n'y a aucune pièce électronique, c'est simplement optique. Et puis, depuis que ça a été posé sur la Lune, à un certain endroit, à partir de la Terre, on a un laser qui est envoyé régulièrement, puis qui est réfléchi, et retourne sur la Terre. On est capable de calculer très précisément la distance entre la Lune et la Terre. Puis sur une longue période de temps, il y a beaucoup de scientifiques qui font des études à savoir c'est quoi la position exacte là, de la Lune, puis est-ce qu'elle se rapproche ou... je ne suis pas au courant de toutes les recherches qui sont faites là-dessus, mais je sais que c'est quelque chose qui est vraiment très utilisé. Encore aujourd'hui, ces réflecteurs-là servent. Il y a 3 missions en tout d'Apollo où ils ont déposé de ce type de réflecteur-là sur la Lune. Je crois que ça forme un triangle à la surface de la Lune de façon à pouvoir vérifier d'autres mesures là, très précises. C'est quand même intéressant de connaître ces petits détails-là. Si on regarde le module ici qui va sur le dessus, il y a 2 petites excroissances de chaque côté, qui sont les 2 réservoirs de carburant. En fait, un réservoir de carburant et un réservoir d'oxygène qui sert, dans le fond, à faire décoller cette partie-là pour rejoindre le module de commande et éventuellement retourner sur la Terre. Donc, quand les astronautes partent de la Lune, avec cette partie-là du LEM, ils laissent cette partie-là sur la Lune, qui reste là, qui est encore là d'ailleurs. Puis après avoir rejoint le module de commande, puis d'avoir transféré dans le module de commande, maintenant, cette partie-là est tout simplement laissée à elle-même, puis retombe, puis va s'écraser à quelque part sur la Lune. Oups. Non, excusez-moi. Comme ça. Ici, ces 2 petites parties-là se détachent. On voit ici la porte pour sortir. On voit l'ordinateur de bord, qui est assez rudimentaire, mais qui est très, très utile, puis un exploit pour l'époque. Encore une fois, il y a des canaux YouTube qui parlent de ça en détail, et puis c'est vraiment intéressant de voir toute la technologie à l'époque qui a été déployée pour cet ordinateur-là. Il y a les 2 petites vitres, les 2 petites fenêtres dans lesquelles eux autres regardaient là, pour pouvoir allunir.
Puis de l'autre côté, il y a un autre module qui peut se détacher. Ça, je crois que c'était le compartiment technique qui conservait toutes sortes d'appareils et de choses là, qui étaient utiles pour la mission à l'intérieur de tout ça. Ici, on voit toutes les petits thrusters qui servaient à positionner puis à aligner la fusée. Donc, en faisant partir certains de ces thrusters-là, il était capable de faire tourner, pencher, diriger le vaisseau lunaire. C'est à peu près tout. Voici la navette Discovery. La NASA a construit 6 navettes en tout. La première, la Enterprise, pour faire les essais de vol sur le dos d'un Boeing 747. La deuxième, la Columbia. Ensuite, la Challenger qui a explosé en vol. Ensuite, la Discovery qui est celle-là. La Atlantis et ensuite la Endeavour pour remplacer la Challenger. Les navettes étaient lancées à l'aide des 3 moteurs qui sont directement sur la navette, mais alimentés par les réservoirs qui sont dans le gros tube orange en dessous de la navette. C'est un réservoir d'hydrogène qui est le carburant, puis le réservoir d'oxygène pour le comburant. Ensuite, il y a 2 autres petites fusées de chaque côté qui sont des fusées à carburant solide. Qui produisent quand même beaucoup de poussée, puis qui servaient à réussir à monter la navette en orbite. En 1990, la navette Discovery avait une mission qui était d'apporter le télescope Hubble en orbite autour de la Terre. L'orbite du télescope Hubble est environ de 540 km environ, au-dessus de la Terre. Par comparaison, la station spatiale internationale est environ à 400 km au-dessus de la Terre. Pour sortir le télescope de la soute de la navette, il y avait le bras canadien qui lui a servi là, à aller capturer le télescope, là, puis le mettre en orbite pour le laisser à un endroit là, pour qu'il soit en orbite autour de la Terre. Le télescope Hubble
a un miroir de 2,4 mètres environ, ce qui est un télescope d'assez bonne dimension, mais le fait qu'il soit en orbite au-dessus de la Terre, au-dessus de l'atmosphère, ça évite beaucoup la pollution lumineuse. Puis ça offre des images de bien meilleure qualité qu'un télescope de même dimension qui serait situé sur la Terre. Quand ils installent le télescope, ils vont déployer les deux panneaux solaires qui sont enroulés, puis qui vont dérouler. En les déroulant, ça va devenir des grands panneaux comme ceux-là. Au début, quand ils ont mis le télescope en service, ils ont eu une très mauvaise surprise. Ils se sont aperçus que le miroir avait un défaut optique important. Un défaut qui venait de sa fabrication, mais ils ont trouvé la raison. C'est parce qu'il y avait une plaque d'ajustement qui avait été mal installée. Donc, ils ont été capables éventuellement d'apporter une correction sur une des pièces d'optique. Sur une autre mission, éventuellement, ils l'ont changé, puis ça a pu corriger le problème. Puis en attendant, ils avaient fait des corrections informatiques pour redresser les images, puis les nettoyer des distorsions optiques. Puis depuis tout ce temps-là, le télescope a servi énormément, a procuré des images de très grande qualité, puis est encore en service aujourd'hui. Puis éventuellement, on va avoir des nouvelles images du télescope James Webb. Je vais en parler un petit peu plus tard. Ça, c'est un télescope qui est vraiment fantastique, là. Pour terminer, je voulais vous présenter le télescope James Webb, qui sera le successeur du télescope Hubble, qui devrait terminer sa vie dans une dizaine d'années environ. Il a été envoyé, il a été lancé vers la fin de l'année 2021. Il est déjà rendu à son point d'orbite, là, qui est le point Lagrange numéro 2. Je vais expliquer un petit peu plus tard ce que ça veut dire.
c'est un télescope qui est beaucoup plus gros que celui de Hubble. On voit sur l'image qu'il est environ 3 fois plus gros en diamètre. Le Hubble mesurait 2,4 mètres. Le James Webb mesure 6,5 mètres et est constitué en fait de 18 petits miroirs qui sont tous côte à côte, qui devraient être alignés là, dans les prochains mois. Ici, on voit un schéma qui montre les points d'orbite de Lagrange pour l'effet combiné du Soleil et de la Terre. La Terre qui tourne alentour du Soleil. Il y a 5 points de Lagrange. 1, 2, 3, 4 et 5. En réalité, celui du télescope James Webb, ça va être le point numéro 2. Ce qui veut dire que le télescope va tourner ici, va avoir une orbite à cet endroit-là, puis il va suivre la Terre. Quand la Terre va se déplacer alentour du Soleil, lui, il va suivre de ce côté-là. La Lune se situe à quelque part entre les deux. Le schéma qu'on a vu tantôt n'était pas à l'échelle. Ici, on voit un schéma à l'échelle qui montre vraiment la position de la Terre par rapport à la Lune, puis aussi la grosseur. On voit la distance énorme qu'il y a entre les deux. Puis le télescope James Webb, lui, va tourner ici, là, de l'autre côté de la Lune, encore plus loin que ça, là. Puis je voulais montrer aussi les différentes orbites communes qu'on a alentour de la Terre pour vous montrer à quel point les distances vont être beaucoup plus grandes pour le télescope James Webb. La majorité des objets qu'on met en orbite alentour de la Terre se situent alentour de 400 km, comme la Station spatiale internationale qui est là. Les télescopes de Starlink sont à 500 km environ. Donc, il y a plusieurs choses qui sont à 500 km. Je crois il y a le télescope Hubble qui est présentement, lui, est en orbite alentour de la Terre. On voit qu'il est vraiment proche de la surface à comparer à beaucoup d'autres orbites. Il y a les télescopes pour les GPS sont en orbite à 20 000 km. Puis ici, on voit qu'environ à 36 000 km, on a les satellites géostationnaires. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les géostationnaires n'ont pas besoin de se déplacer avec une certaine vélocité pour conserver leur altitude. Donc, si on les place en orbite à cet endroit-là, ils vont rester là, en position fixe, tout simplement. Tandis que tous les autres satellites ont besoin de se déplacer à une certaine vélocité pour conserver leur altitude, sinon ils tomberaient vers la Terre. Puis plus on est proche de la Terre, plus la vélocité des satellites est grande. Et puis voici une petite illustration de l'orbite du télescope James Webb. On peut voir aussi qu'il y a un écran qui protège le télescope là, de la lumière du soleil. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter et à la prochaine. Au revoir.